Bonsoir à tous, bienvenue pour ce deuxième volet sur l'inclusion dans le système éducatif des enfants en situation ou porteurs de handicap. En effet, c'était le thème de la journée internationale du handicap qui s'est déroulée à Saint-André il y a 3 jours. C'était ce lundi 25 février sur le complexe sportif Sarda Garriga. Bien plus que sur le territoire hexagonal, l'inclusion scolaire a pris beaucoup de retard à La Réunion. C'est dans un silence encore plus grand que leur immense souffrance que des parents se battent pour que la différence de leur enfant terrasse l'indifférence d'un grand nombre de responsables de certaines structures spécialisées, de politiques et d'administratifs des collectivités et des technocrates et ministres de gouvernements successifs qui tous, une fois en place, souffrent de sérieux troubles de la mémoire au point d'oublier leurs promesses des campagnes électorales. Des réponses ou des solutions partielles, aussi minimes soient-elles, viennent des parents et des bénévoles ou des parents bénévoles. La manifestation organisée par le lycée professionnel Jean Perrin dans le cadre de la Journée internationale du handicap, prévue en fait le 3 décembre 2018 et reportée pour cause de mouvements sociaux, est une des réponses ou solutions. Qu'est-ce que les organisateurs, les partenaires et les participants en tirent comme enseignement? C'est la question que nous allons leur poser ce soir. Alors bonsoir à vous, Geneviève Chenfet, chef de service du SAVS de la LEFPA. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Koumaren Koulama, responsable d'information du CRIA. On va préciser tout ça juste après. Et Ludovic Barbe, donc proviseur adjoint au lycée professionnel Jean Perrin, organisateur du projet. Bonsoir également. Bonsoir. La première question que je pose, vous êtes donc deux responsables de structure. Là, ce genre d'événement, comme ce qui a été organisé sur le stade de Sarda Garriga de Saint-André, qu'est-ce que ça peut apporter dans la démarche que vous avez déjà ? Alors nous, ça nous permet je parlerai au niveau de la LEFPA, qui est l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie, donc qui porte plusieurs établissements. C'est une occasion de travailler, de présenter nos prestations déjà et nos établissements et de tisser du lien et de formaliser notamment du lien partenarial, puisque notre mission est aussi d'accompagner, je dirais là, c'est sur l'inclusion scolaire, mais des enfants et des adultes, puisque nous accompagnons des enfants et des adultes en situation de handicap. C'est de s'inscrire dans une logique d'inclusion, de réfléchir et d'apporter des réponses adaptées aux besoins de ce public de manière la plus appropriée. Voilà, c'est un... Alors, deux précisions, je dis SAVS, donc ça veut dire... C'est un service d'accompagnement à la vie sociale, donc qui est un établissement, mais je veux dire qui est rattaché au pôle Est de la LEFPA, en milieu ouvert et qui accompagne des adultes. Donc là, aujourd'hui, je parlerai au niveau du pôle Est, qui regroupe plusieurs établissements, et qui pour tous, en fait, la logique, elle est la même. Nous avons donc des prestations qui sont à disposition des enfants sur la thématique de l'inclusion scolaire, des adultes en insertion professionnelle, donc des prestations qui sont proposées et qui sont vraiment au plus proche de la réponse aux besoins des personnes, et qui est sur une logique vraiment de réflexion, de mise en lien des partenaires de l'environnement, de faire du lien entre leur environnement, la famille, les adultes, les enfants, pour pouvoir justement apporter des réponses à ces besoins. D'accord, ALFA, ça veut dire quoi? Alors, c'est l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie. Merci, Geneviève Chenfet. Même question à Koumaren Koulama, donc pour le CRIA. Le CRIA, qui veut dire? Alors, le CRIA, c'est le Centre Ressources Interrégionales pour l'Autisme. Donc, du coup... Alors, l'événement qui a eu lieu donc, ce lundi, pour vous, ça vous apporte quoi? C'est un événement très important puisque ça nous permet d'une part d'être au plus proche des familles et des personnes avec TSA, et au-delà de ça, ça nous permet aussi d'échanger, d'interagir avec les autres partenaires présents, et c'est aussi très important, puisque nous sommes, il y a effectivement une interaction qui se fait à ce moment-là au niveau de nos différentes démarches institutionnelles, mais aussi au niveau de nos pratiques, qui nous permet effectivement d'améliorer aussi nos pratiques et des compétences que vous avez, nos accompagnements que nous faisons au niveau des familles. Et évidemment, le fait de rencontrer des personnes, rencontrer le public, on peut leur informer, on peut les orienter. C'est pas
forcément évident. Pas tout le monde connaît le CRIA, pas tout le monde connaît tous les établissements. Donc c'est vrai que c'est un lieu de rencontre qui a son importance, qui a sa pertinence. C'est ce qui est le paradoxe quelque part, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'informations. Vous faites tous un gros travail d'information et de communication. Mais à chaque fois, les gens ont l'impression qu'ils n'ont pas reçu ni l'information, que la communication n'est pas passée. C'est peut-être ça qui pose un problème. Alors, moi je dirais que c'est vrai qu'on diffuse, nous par exemple au CRIA, nous avons un service documentation donc qui diffuse toutes les informations et toutes les ateliers, les activités et les actions que nous mettons en place. Maintenant, pas tout le monde est en à sa possession l'outil internet, l'outil informatique, ça reste aussi compliqué pour les familles éloignées. Et c'est vrai que ce genre de manifestation-là peut justement pallier à ce manque. Donc ça peut paraître paradoxal effectivement, vu le nombre de diffusions que nous pouvons faire et en termes sur nos actions et sur nos activités. Mais par exemple pour l'autisme, je sais encore, pour l'avoir vu lundi, que des familles ne nous connaissaient pas ou ne connaissaient pas certains établissements. Voilà. Elles arrivaient, elles rencontraient les professionnels pour la première fois. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Et ça sert aussi à ça, hein, ce genre d'événement, c'est à mieux informer. Puis c'est peut-être aussi, j'ajouterais les modalités d'information, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des outils de communication, mais c'est aussi la proximité, c'est-à-dire que les personnes, une fois confrontées à la problématique du handicap, que ce soit dans la famille ou un enfant ou quelque chose voilà, qui arrive soudainement, c'est le temps aussi de se familiariser avec ça et d'avoir une information de proximité et puis, je dirais quelque part, une écoute et où là, on va vraiment s'approprier les informations. Parce qu'effectivement, c'est tellement vaste et complet, enfin vaste et varié que c'est assez compliqué de tout comprendre et les circuits sont aussi très complexes. Quand on n'est pas dans le milieu, sont assez complexes. Donc c'est ce temps-là et je rajouterai par rapport à mon collègue là, c'est effectivement ça, c'est d'être au plus près des gens pour pouvoir apporter une information adéquate. Au vu de ce qui s'est passé lundi matin en tout cas, parce que c'est là où il y a eu la plus grande influence, Loïc Barbe, donc je rappelle que vous êtes proviseur, adjoint au lycée professionnel Jean Perrin, on peut dire que le premier objectif a été atteint, mettre en présence ceux qui ont besoin, enfin les institutions, les structures et ceux qui ont besoin d'eux. Oui, à l'heure d'aujourd'hui, au moment du bilan, puisqu'on aura plusieurs temps de bilan qui vont venir dans les jours et les mois à venir, on peut dire que nos objectifs sont atteints, puisqu'on a permis à nos partenaires de se voir sur un même site, de pouvoir interagir, comme le disent mes collègues, de pouvoir rencontrer les familles du Bassin-Est en priorité, puisque il y a tellement d'informations qui sont diffusées à la population, mais la population de l'Est n'y va pas forcément vers cette information-là, elle n'est pas forcément en fait des choses. Donc c'était vraiment l'occasion de cette journée de faire de l'informatif, mais surtout de l'échange, du partage, du festif. Et on a eu un peu tout ça sur les différentes étapes de cette journée. Donc déjà, premier bilan positif, effectivement, de cette journée, de son déroulement, de son organisation, et bilan aussi également positif de l'investissement des partenaires qui ont été à nos côtés, puisque c'est eux qui ont apporté, il faut le dire, le contenu, je dirais contenu pédagogique informatif auprès de cette population, contenu indispensable dans le domaine du handicap. Alors, on va essayer de regarder un petit peu ce qui s'est passé pendant cette journée. D'abord, on va regarder un peu l'ambiance, voir un petit peu comment ça s'est mis en place. Donc, on attend que la régie nous envoie donc les images de cette ambiance. La question, pendant que les images vont défiler, la question c'est, il y a eu ce côté justement festif, convivial, là où vous avez les images, si vous voulez les voir. Donc là, comment rendre ce genre d'action un peu plus... Là, on a vu des enfants, on a vu les écoles qui viennent avec les enfants. Ça serait bien, comment faire venir les parents finalement ? On a des difficultés dans les établissements scolaires pour faire venir les parents. Donc, on a les mêmes difficultés, c'est ce genre de manifestation. Après, on se posait les questions au niveau des partenaires. Est-ce qu'on l'a mis en début de semaine, un lundi? Est-ce qu'on l'aurait fait sur un vendredi, on aurait eu plus de succès? Est-ce qu'on l'aurait fait sur un samedi matin, on aurait eu encore plus de succès? Mais il y a un paramètre qui est aussi intégré, c'est qu'on avait le public scolaire sur ce lundi
matin et après-midi, chose qu'on n'aurait pas pu avoir sur le samedi matin. Il y a des paramètres, des facteurs qui vont interagir, mais après, on a communiqué pourtant au niveau des médias, on essayait de passer des informations pour dire que la journée allait se passer le 25 février, venez nombreux, information sur le site également. Après, communication, on peut toujours amplifier la communication, on peut toujours aussi le projeter plus longuement dans le temps, puisque à échéance, on a commencé à communiquer 3 semaines maximum avant l'événement. Est-ce que si on avait commencé à communiquer 6 mois avant, 3 mois avant, on aurait plus d'impact en termes de présence de population? On pourra que le tester. Nous, on serait partie prenante pour reconduire cette action chaque année sur le même site avec l'adhésion des partenaires. Après, bien évidemment, lors d'un comité de pilotage où on fera le bilan global de cette manifestation, on verra quelles sont aussi les propositions des partenaires là-dessus. On est ouvert en tous les cas. En tout cas, il y a une chose aussi quand même qu'il faut se féliciter, c'est que les jeunes qui étaient là, on a vu qu'ils ont été intéressés, ils ont été chercher quelques informations. Je ne sais pas si c'est plus pour être fun, pour se faire plaisir, mais en tout cas, on va voir que dans les stands, il y avait du monde. Dans les stands, il y avait des questions. Je vous propose donc de voir les images du monde dans les stands et de se poser la question. Donc, par exemple, vous voyez là, il y a des échanges, il y a des discussions. Comment ça peut, je dirais, mieux évoluer? Parce qu'un enfant, quand on lui donne une information, est-ce qu'il s'en sert? Est-ce qu'il peut... Alors que c'est les parents qu'on a besoin de voir généralement. On a commencé à sensibiliser les élèves, puisque là, les élèves que vous voyez sur les images sont essentiellement des élèves de public du lycée. C'est la première étape. Après, les enfants eux-mêmes peuvent se faire le porte-parole de cette manifestation et de ce qui leur a été montré auprès de leurs parents. Mais ça ne fait pas tout. Je suis bien d'accord là-dessus avec vous. La prochaine étape, l'année prochaine, ce sera véritablement de toucher, d'amener les parents à venir massivement à la manifestation. Le tout, c'est de trouver la bonne recette, les bons ingrédients. À Monsieur Koumaren Koulama et à Madame Geneviève Schenfeld, c'est quand vous voyez ce public-là, vous voyez ces jeunes arriver, est-ce qu'il y a possibilité d'échanger, de présenter? Comment ça s'est passé avec ceux qui sont venus vous voir dans vos stands? Oui, c'est... Après, il faut ne pas le faire de manière formelle. Je veux dire, il faut aussi rendre accessible notre présentation et notre manière de parler. Mais c'est un public qui est très ouvert et surtout curieux. Et je rejoins Ludovic à ce moment-là en disant que pour moi, ça reste aussi le lien privilégié dans la médiation entre les institutions et les parents. L'enfant pourra toujours de toute façon s'approprier et transmettre en tout cas ce qu'il a appris à sa manière, mais ce n'est pas plus mal, dans le sens où on va peut-être un peu déformaliser un petit peu le sujet et sensibiliser les parents. Pour revenir à ce que vous avez dit sur la communication, je pense que c'est l'affaire de tous. La communication vis-à-vis des familles, c'est aussi l'affaire de tous les partenaires qui ont été présents, donc les familles des institutions qui ont des enfants dans les institutions. Donc c'est aussi à nous à un certain moment, donc pour parler au nom du CRIA, c'est ce que nous avons fait, c'est que nous avons diffusé en masse les informations que nous avons reçues de la part de Ludovic, donc les posters, le programme, pour justement sensibiliser au plus les familles pour qu'elles puissent venir. Je rejoins aussi Ludovic sur ce point, que c'est vrai que le faire peut-être un lundi, ça a peut-être freiné un petit peu les parents, les familles, bon, pour ceux qui travaillaient, ceux qui ne pouvant pas se libérer à ce moment-là, peut-être pour la prochaine fois, voir s'il y a d'autres solutions en termes d'accessibilité. Je dis, je la même question. Les jeunes qui viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils vous demandent comme information? Alors, non, les jeunes, moi je dirais, j'ai pas fait la différence, si ce n'est que j'ai reconnu le public de nos établissements. Les questions, c'est vrai que nous, on a eu des jeunes des écoles qui sont venus avec leur guide, leurs petites questions, parce qu'au bout, il y avait un cadeau aussi. Donc, ça a été, moi, ce qui m'a touchée, c'est que j'ai vu un jeune de l'IME qui indiquait sur notre stand où trouver l'élément de réponse. Et je me dis, à un moment donné, s'il y avait un appareil photo, ça aurait été vraiment bien.
Parce que c'était lui qui était le porte-parole, en fait, et qui guidait, et qui disait, bah, la réponse, tu l'as quelque part ici, tu vas la trouver la réponse. Après, moi, j'avais envie de rajouter, au-delà de ce type d'événement, qui en fait est une sensibilisation, effectivement, de rencontrer des partenaires, de se faire connaître, de voir comment on peut travailler ensemble, de s'inscrire sur l'environnement, ça s'arrête pas à une journée, ça continue. C'est-à-dire qu'au-delà de cette journée, c'est une logique d'inscrire ces actions qui vont venir non seulement répondre à des besoins pour pouvoir répondre à des besoins de manière la plus adaptée, mais aussi venir travailler d'une manière, favoriser l'inclusion, favoriser l'intégration. C'est-à-dire que le pôle Est qui inscrit ses actions dans son environnement, dans un environnement et dans du partenariat de droit commun, du partenariat local, c'est de venir aussi je veux dire, faciliter le fait de dire qu'une personne en situation de handicap, elle pourra vivre sa vie comme tout le monde, tout simplement. C'est-à-dire aller là où se trouve la personne, qu'il soit un jeune ou adulte, et pouvoir l'accompagner là où il est, et non pas encore construire quelque chose de particulier pour lui, mais de favoriser ce lien et de faciliter ce lien. Je pense que c'était vraiment l'objectif que nous l'avons vécu, nous, c'est de faciliter, de contribuer à faciliter cette inclusion. Là, quand on parle d'information, on parle de communication et on parle surtout de trouver des solutions ou des réponses à des questions, c'est se mettre à la place des parents d'enfants porteurs ou en situation de handicap. On a essayé on a posé la question à 2 personnes, on a essayé de voir un petit peu quelles étaient leurs attentes, qu'est-ce qu'ils souhaitaient. On va d'abord écouter Jean-Claude Toison, d'abord présenter son association, parler de Dissemblables, et ensuite nous dire qu'est-ce que lui et les parents de son association, qu'est-ce qu'ils attendent de cette société. L'association Dissemblables, c'est une association qui accompagne les familles sur 3 piliers bien précis. Donc en l'occurrence sur les troubles dysfonctionnement neuronal. Donc c'est un souci de coordination du cerveau face aux axes, à la pratique de tous les jours. Ce public, qu'est-ce qu'il rencontre comme obstacle pour pouvoir être intégré comme les autres enfants dans les milieux scolaires? Alors donc je disais qu'on fonctionnait sur 3 axes et dans un des premiers axes, on va accompagner ces familles et leur grande difficulté, c'est tout ce qui est démarche administrative, l'inclusion de l'enfant au sein du milieu scolaire. Donc ça, c'est des axes sur lesquels on va travailler essentiellement sur l'un des thèmes les plus forts, donc l'axe numéro 1, donc avec ces familles-là. Dans un deuxième temps, on va cette fois-ci les accompagner sur toute la partie administrative. Ça vient après le fait d'avoir fait le décèlement des soucis, puisque c'est sur un handicap totalement transparent. Et sur le troisième axe, on va travailler essentiellement dans ce qu'on appelle chez nous le réseau. Et le réseau, c'est ce qui va faire la force du milieu associatif. Aujourd'hui, par rapport au contexte, quelles seraient les mesures aujourd'hui adéquates pour évoluer, bien sûr, pour avancer, et qui, selon vous, seraient le moins coûteux et le plus facile à faire? C'est tout simple. On est sur la journée du handicap. Ce serait l'application de cette fameuse loi de 2005 à tous les niveaux. Pas seulement dans le bâtiment au niveau des ascenseurs et compagnie, mais que l'humain s'approprie justement cette loi de 2005 pour qu'on puisse l'intégrer totalement au sein de l'établissement scolaire et dans la vie de tous les jours. Dans votre association, quels sont pour vous, et qu'est-ce que vous découvrez au niveau des parents, quels sont leurs soucis, leurs obstacles à passer pour pouvoir réussir l'inclusion de leur enfant en milieu scolaire? Tout simplement faire adopter un comportement, je dirais, plus ou moins normal aux apprenants, c'est-à-dire à l'enseignant, à l'équipe, aux personnes qui gravitent autour de ces enfants-là. On aimerait qu'ils arrivent à comprendre lors des discussions avec les familles, à comprendre et pouvoir accompagner ces enfants-là dignement pour que ces enfants-là ne perdent pas leur dignité et restent un enfant comme les autres, tout simplement. Il y a cette situation, on voit, les parents sont pudiques, ils ont aussi cette volonté de ne pas déclencher de polémique, mais on a quand même l'impression que parfois c'est un petit peu une forme de solitude dans laquelle ils sont, parce qu'en face, ils n'ont pas non plus de réponse. Et ça,
Je pense que vous devez voir ça dans vos structures. Vous ne pouvez pas prendre tout le monde, vous ne pouvez pas insérer ou intégrer tout le monde. On va commencer par l'EFPA, par exemple. Oui, alors je suis sur peut-être un travail avec un public d'adultes où la famille est présente, en tout cas peut-être une approche différente au niveau du public enfant, mais la réponse elle est à peu près de cet ordre-là. Je pense que les parents, c'est vrai que c'est essayer de travailler avec eux déjà parce que c'est eux les premiers concernés. Et bien sûr que c'est pas évident de tout comprendre ou de travailler avec des parents parce que l'urgence pour les parents, c'est que on vient de les soutenir aussi, probablement, et qu'on vient d'apporter et les aider à comprendre ce qui se passe, parce que nous, on a une partie de la vie de l'enfant, mais la vie de l'enfant, elle continue à la maison. Tout à fait. Donc, à la maison, c'est comment aussi pouvoir l'accompagner et être auprès de lui. Donc, il y a l'accompagnement de l'enfant, mais aussi l'accompagnement des parents et des familles. Donc, tous, je pense, au niveau des associations, c'est un petit peu le but. Et puis l'accompagnement des parents se fait aussi avec le temps et de la maturation de la compréhension des informations. Et puis il y a le choix du parent de ce qu'il aura décidé pour l'enfant en termes de choix éducatifs et qu'il faudra aussi soutenir et accompagner. Au CRIA, il y a beaucoup de demandes. Oui, il y a énormément de monde et une liste d'attente qui est quand même... On parle des enfants autistes, bien sûr. Alors des enfants, puisque le CRIA, nous sommes sur 2 pôles. Nous avons un pôle évaluation enfants, mais nous avons aussi un pôle évaluation adolescents, adultes, et puis un pôle ressources. Nous, sur l'accompagnement des parents, effectivement, nous avons une équipe pluridisciplinaire. Composé de médecins, de psychologues, d'éducatrices spécialisées, d'assistantes sociales. Mais je vais parler dans mon champ de compétences qui est de la formation. Nous avons aussi vu que en termes d'inclusion, pour mieux connaître la problématique de son enfant, il est important de se former. Et que la formation doit être accessible pour les familles. Donc du coup, nous avons proposé, nous sommes sur 2 dispositifs, donc des dispositifs sur des formations professionnelles qui durent toute l'année, donc où nous avons des places gratuites pour des familles, et nous avons aussi un dispositif qui fonctionne très bien, qui est le dispositif des aidants familiaux, là nous sommes sur d'autres modalités, puisque nous sommes sur un fonctionnement sur le week-end, où effectivement nous accueillons des familles en formation avec un mode de garde qui est mis en place pendant le temps de formation et un hébergement qui est proposé aux familles et pour que les familles puissent à un certain moment se retrouver entre elles, échanger, communiquer et surtout se sentir moins seules. Là, je posais la question à Ludovic dans un instant, et on va écouter Francette Tiranga. Elle voit quand même qu'aujourd'hui il y a des avancées, il y a du positif, et surtout au niveau du rectorat. Maintenant, le rectorat commence à bouger un petit peu. Il y a de plus en plus de suivi pour les enfants en situation de handicap. Et puis l'inclusion, ça fait longtemps, nous parents qu'on essaye de faire ça, mais après c'est vrai, si on inclut le rectorat, ça va vraiment faire déboucher tout ce qui est accompagnement. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas d'accompagnateur, genre AESH. Et voilà, donc on a besoin de ça, on a besoin d'avancer. En fait, pour inscrire son enfant à l'école, il n'y a aucun souci. Tout ce qui est inscription, il n'y a aucun souci parce que c'est à la mairie qu'on va faire. Mais aussitôt qu'on dit que notre enfant est porteur d'un handicap, que ce soit léger, genre autisme TED, là, ça devient une difficulté tout de suite. Ça se voit sur le visage de la personne qui prend l'inscription. Voilà, ça commence à créer problème. En fait, le mieux, ça aurait été qu'on inscrit nos enfants sans dire qu'il a un handicap. Voilà, comme ça, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'image en souffrance pour les parents. Donc, moi, je dis ça. Mais après, il faut quand même dire, parce qu'on n'a pas le droit de cacher. On n'a pas le droit de cacher. Ludovic Barbe, au sein vous êtes donc proviseur adjoint au lycée professionnel Jean Perrin. Au sein du lycée, est-ce que lorsque arrive un enfant porteur de handicap, est-ce qu'il y a tout de suite un auxiliaire de vie scolaire? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'accompagner ou pas?
Nous avons des ressources en interne au niveau du lycée Jean Perrin, donc capables, des AESH capables de les accompagner sur un certain temps. Mais après, les besoins, les ressources, on va pouvoir les solliciter de la part du rectorat, et notamment de l'inspection en charge du handicap au niveau du rectorat de La Réunion. C'est ce que nous faisons dès le début de l'année, puisque je me mets en contact avec l'enseignante référente du territoire de Saint-André. Nous faisons un premier état des lieux des élèves qui sont affectés au lycée Jean Perrin, donc affectation après la 3e au collège. À partir de là, nous recensons les élèves qui sont porteurs de handicap ou notifiés MDPH. Et là, après, on voit au cas par cas quels sont ceux qui peuvent bénéficier de ce qu'on appelle une AESH-I individuelle ou une AESH mutualisée. Donc, une AESH pour 2 ou 3 élèves avec des quotités de 10-12 heures ou une seule AESH pour un élève avec des quotités allant de 20 heures, 24 heures à 30 heures au maximum. La question, c'est toujours la même. C'est une question, bien sûr, de moyens. On voit que plus ça va, moins les moyens augmentent, au contraire, et ça baisse. Comment faire aujourd'hui parce que la question, elle est récurrente à chaque fois, c'est comment on va faire, avec quel partenaire. Et quand on voit la décentralisation depuis 82, la répartition des compétences, c'est pas simple. J'ai posé la question à Jean-René Comtois, qui est donc conseiller municipal à Saint-André, élu à la santé et à l'handicap. Demandez un petit peu quelle est la politique menée à Saint-André. La commune participe à toutes les actions qui sont menées par le système éducatif, par toutes les actions des écoles, des ULIS et tout. Et la commune montre sa présence et notamment déploie la logistique qu'il faut pour notamment mener à bien les actions. On est partenaire. En matière d'inclusion, il y a d'autres organismes, d'autres collectivités qui sont compétentes. Mais nous, comme je vous ai dit, on déploie la logistique, on est partenaire et on fait en sorte que l'action se passe bien comme il faut et on est partenaire. En matière de crèche, de garderie et d'école primaire, est-ce que vous avez des compétences en la matière ? On devrait avoir des compétences en la matière parce que le handicap concerne tout le monde. Et c'est vrai qu'il doit y avoir une innovation sur Saint-André, comme Saint-André se définit comme un territoire expérimental d'innovation. La municipalité doit mener une piste, une réflexion pour intervenir pour les personnes, notamment dans les crèches et dans les écoles primaires. Là, on voit bien que c'est une question de moyens, que la répartition, les murs appartiennent à la municipalité, tout ce qui est enseignant, la pédagogie appartient au rectorat, à l'éducation nationale. Est-ce que, en marge de ce qui s'est passé ce lundi, donc cette rencontre, est-ce qu'il y a moyen de mutualiser, d'échanger, ou il vaut mieux que pour éviter les problèmes, parce que si jamais il arrive un problème à un enfant, et là, on sait que la loi n'est pas tendre, la loi est même très sévère. Est-ce qu'il y a moyen de travailler vraiment ensemble, de partager ? C'est même l'état d'esprit de cette manifestation, puisque lors des tables rondes qu'on a mis en place l'après-midi, on a beaucoup discuté avec les partenaires qui étaient présents, et au-delà, ceux qui étaient présents sur le site pour l'informatif. On doit faire aujourd'hui avec les moyens que nous avons, que ce soit l'éducation nationale, les mairies, les collectivités, les associations, les partenaires d'encadrement, à nous de mettre en place une plateforme de communication entre nous, du dialogue, de la concertation, de mutualiser nos moyens, puisqu'on a beaucoup discuté d'accueil d'enfants porteurs de handicap ou d'adolescents en séquentiel. On sait que l'ALEFPA, les IME, les structures ne pourront pas absorber l'ensemble des élèves porteurs de handicap dans l'Académie de La Réunion. Et c'est vrai qu'au niveau de l'éducation nationale, il faut de plus en plus qu'on leur s'ouvre vers ses partenaires, qu'on leur propose aussi des espaces d'échange pour apprendre à travailler avec eux, que nous, on puisse recevoir en séquentiel, qu'eux, ils puissent également le faire, qu'on puisse mutualiser, se former aussi mutuellement, puisque les enseignants sont aussi beaucoup demandeurs de formation, d'échange avec les éducateurs spécialisés de ces structures. Donc, les uns et les autres, nous avons tout à gagner à mutualiser et échanger.
Oui, moi je rajouterais effectivement dans ce cadre-là, c'est vraiment l'accompagnement quand on fait le travail de partenariat, c'est l'accompagner la famille, accompagner le jeune ou l'adulte, mais c'est aussi l'accompagnement et l'échange pour compléter des partenaires. C'est accompagner les partenaires pour faire évoluer aussi leurs pratiques et que leurs pratiques arrivent à s'adapter aux spécificités du handicap. Donc nous, effectivement, les associations comme la LEFPA, ou vous sur l'autisme, on a nos champs de compétences, on est entre guillemets un peu expert ou expérimenté sur certains domaines, et c'est pouvoir justement travailler faire un travail de complémentarité. On apporte quelque chose et en face on arrive, et je pense que c'est dans cet état d'esprit, dans cette logique qu'on va pouvoir vraiment faire arriver vraiment à ce que cette loi de 2005, elle est là, elle s'inscrit, et que l'inclusion scolaire, elle est effective, quoi. Et je pense, si je peux me permettre, donner du sens au mot de l'accessibilité, puisque pour rejoindre ce que disait Ludovic, je pense que l'accessibilité à la formation des professionnels de l'éducation nationale est quand même très importante, puisque certains sont démunis. Nous, dans le cadre du CRIEN, nous avons beaucoup de demandes sur de la formation sur l'autisme, mais il reste des barrières, quoi qu'il en soit. Des AESH qui veulent se former sur la problématique de l'autisme, mais qui, malheureusement, par manque de temps ou de financement, ne peuvent pas le faire. Donc, c'est vrai qu'il y a une mutualisation à avoir, il y a une collaboration à mettre en place, je pense, pour qu'on puisse avoir une pratique adaptée pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Il y a quand même un vide, moi je dirais, peut-être sur le volet formation professionnelle, c'est vraiment en termes de contenu et de pouvoir arriver à travailler sur une pédagogie qui soit adaptée, sur des contenus qui soient adaptés. Aujourd'hui, on est encore confronté, ne serait-ce que par exemple sur la déficience intellectuelle, où on est coincé parce qu'on n'arrive pas à trouver de partenaires justement, à avoir des formats de formation qui soient plus adaptés pour le public. Et si on regarde du côté du département, qui a la compétence pour les personnes porteuses de handicap et les personnes âgées également d'ailleurs, quand on regarde du côté du département, on a posé la question à Jean-Marie Virapoli, qui est le premier vice-président du département, voir un petit peu quel est le champ de compétences et quelle est la politique menée par le département. Le département, ce sont d'abord les locaux du collège. L'enseignement dépend du rectorat. Donc nous avons un plan d'accessibilité qui est mis en œuvre, qui a été adopté et qui est mis en œuvre progressivement. Ça, c'est du domaine de la compétence du département. Et c'est en cours. Et après, il y a tout ce qui se rapporte à l'accompagnement éducatif de l'enfant, qui dépend du rectorat, avec les auxiliaires de vie ou les accompagnants, qui sont destinés à accompagner au mieux les personnes porteuses de handicap. Là, effectivement, il y a un manque d'accompagnants, il y a un travail qui doit être réalisé et probablement des financements complémentaires à demander auprès de l'État. Mais nous c'est les locaux, l'accessibilité des locaux, et nous travaillons là-dessus. Nous avons un plan qui a été adopté et qui se met en place progressivement. Et bien sûr, nous sollicitons l'État pour que sur la partie accompagnement personnalisé, que les financements soient au rendez-vous. Nous encourageons la création de structures adaptées pour les crèches, effectivement. Et c'est comme ça qu'à Saint-André, pour donner un exemple concret, nous avons une crèche qui a été créée par une structure privée qui accueille plus de 50% des personnes porteuses de handicap. C'est la crèche Ginette Picot. Donc nous accompagnons fortement ce type d'action et nous les encourageons. Concernant les MAM, c'est plus compliqué, puisque là, il faut quand même du personnel spécialisé pour ce genre de personnes, et ça ne correspond pas au profil des MAM. On l'a vu, j'ai discuté avec un ou deux parents qui, lorsque les maisons d'assistance maternelle découvrent que l'enfant est porteur d'handicap, ils ont raison, parce que la loi ne les autorise pas s'ils n'ont pas une structure et du personnel adapté à l'handicap, bien sûr. Mais ça se fait qu'il y a certains parents qui, comme tout à l'heure disait Madame Francette Teranga, c'est lorsqu'on découvre que leur enfant est porteur de handicap, il y a ce droit de réserve, ce droit de retrait surtout, et les parents se retrouvent totalement démunis. Et quelque part, il y a une forme de colère, mais aussi de fatalité. Ouais. Comment est-ce qu'on peut répondre à ça finalement ?
Parce qu'il n'y a pas de solution. Moi, si je prendrai juste la parole quelques secondes, juste pour dire qu'au niveau du lycée, on a enregistré une tendance depuis les 2 dernières années, c'est de voir des parents d'enfants porteurs de handicap, d'adolescents, venir aux inscriptions sans leur enfant. Première option. La seconde configuration, c'est de cacher le handicap de leur enfant. C'est-à-dire qu'ils inscrivent leur enfant et ils ne donnent aucune information concernant le handicap de leur enfant, de peur qu'on les juge, de peur de regard de stigmatisation. Et effectivement, le premier jour de la rentrée scolaire, on découvre, il nous est même déjà arrivé de découvrir un élève en fauteuil roulant, parce que le parent était venu l'inscrire, n'avait donné aucune information concernant ce jeune. Et il nous est arrivé la dernière rentrée scolaire de découvrir un jeune qui avait des troubles, pas liés à l'autisme, mais des troubles avérés, mais pour laquelle les parents n'ont livré aucune information. Donc pareil, on découvre les jeunes à la rentrée parce que les parents croient qu'en ayant l'information le jour des inscriptions, on va faire volte-face, on va refuser l'inscription de leur enfant pour se protéger et dire, alors que nous avons obligation institutionnelle au niveau de l'éducation nationale d'accueillir tout type d'élèves, quel que soit leur handicap. Ça, les parents, ils doivent le savoir. Ils ne doivent pas se crisper, ils ne doivent pas avoir peur du jugement du regard de l'éducation nationale quand ils présentent leur enfant dans une école, dans un collège ou un lycée. L'établissement, sous réserve de places disponibles évidemment, est dans le devoir d'accueillir et d'adapter la scolarisation de ces jeunes-là. Mais s'il n'y a pas d'auxiliaire de vie scolaire pour accompagner cet enfant, quelle va être la posture du lycée ou de l'établissement scolaire? D'abord, ça va être le dialogue. Accueillir les parents, discuter avec eux, étudier les modalités d'accueil pour leur enfant. Ça peut être la mise en place d'un emploi du temps aménagé. Accueillir l'enfant, par exemple, sur que des matinées en attendant de voir les après-midi ultérieurement. Enclencher les demandes auprès du rectorat pour obtenir un AESH si l'enfant doit absolument bénéficier d'une AESH. Donc, il y a différents moyens. Après, on peut interpeller aussi les élèves. On forme les élèves au tutorat. On essaie de sensibiliser les élèves à l'humain, donc pour essayer d'intégrer le plus vite possible le jeune. Donc différentes entrées sont possibles, mais la première entrée nécessaire et fondamentale reste le dialogue avec les familles. Et là, aujourd'hui, il faut inciter les familles à mettre carte sur table, à ne pas se cacher, même si derrière, la dame qui m'a parlait de la mairie, parce que, Françoise Seranga parlait, elle, de mairie, ne pas dire le handicap pour pas que la mairie rejette l'inscription. Cette vérité-là qui doit valoir partout. Ça doit valoir pour toutes les institutions. Il faut dire le handicap que porte leur enfant. Il ne faut pas hésiter à se confier, à venir vers les institutions, parce que c'est là qu'après, nous, on va essayer de se réunir en interne des établissements scolaires pour essayer de trouver une solution. Et après, maintenant que nous savons que nous avons des partenaires, parce que jusqu'ici, très peu de collaboration était mise en place avec le CRIA ou la LEFPA ou d'autres structures. Et bien à tort, puisque ces partenaires peuvent nous apporter une expertise, un regard différent et des conseils très avisés pour adapter les scolarités. Pour compléter un peu ce que Ludovic dit, je pense que c'est aussi à nous, institutions, de changer les représentations à chacun sur la notion du handicap. Je veux dire que le handicap fait peur tout simplement parce qu'on ne connaît pas. On appréhende, on craint, tout simplement parce qu'on ne maîtrise pas ce qu'est le handicap. Donc c'est à nous, professionnels de l'éducation nationale, médico-sociale ou sanitaire, de justement, au-delà de la prévention, de changer les représentations. Et effectivement d'accompagner les familles par différents biais, que ce soit de la formation, que ce soit des entretiens, du soutien, d'accompagner ces familles-là à justement être... on ne pourra jamais enlever cette souffrance, quoi qu'il en soit. La découverte du handicap, de toute manière, on ne pourra jamais pallier ça. Par contre, les accompagner, leur montrer qu'il existe effectivement des outils, qu'il existe des institutions qui peuvent les aider et des actions que nous pouvons mettre en place pour pouvoir les accompagner. Je pense que la journée de lundi est aussi un exemple, puisque c'est aussi une journée qui, au-delà du travail de proximité que nous avons avec les familles, c'est aussi la mise en avant de la collaboration, de la complémentarité des institutions qui étaient présentes. Nous avons pu échanger à ce moment-là et nous avons pu aussi échanger sur nos pratiques, nos opinions.
et peut-être même pris, en tout cas en ce qui concerne le CRIA. Voilà, nous avons aussi des entretiens que nous avons pris avec des professionnels, des institutions. Il y a des familles qui viendront nous voir. Donc, c'est justement, on ne pourra jamais dédramatiser le handicap. Ça ne peut pas se faire. Par contre, mieux comprendre et peut-être mieux accepter, c'est peut-être possible. C'est ça, c'est les accompagner aussi à faire valoir leurs droits. Parce qu'après tout, je dirais au-delà de ça, c'est que ils ont des droits et puis que les enfants, les adultes ont aussi des droits, et, comme on a des devoirs, et c'est juste les faire actionner et les faire valoir, quoi. Et qu'il y a peut-être autour de ça une méconnaissance quand on dit qu'on ne peut pas mettre un enfant dans une crèche, qu'est-ce qu'il en est réellement? Parce que derrière, il y a aussi des obligations, il y a des droits comme tout citoyen. Donc, c'est accompagner les familles là-dedans aussi. Et puis, l'environnement aussi, que ce soit un environnement professionnel, pour vraiment aller en complémentarité de ce que vous disiez, c'est changer de regard sur ce que c'est le handicap, parce qu'il y a peut-être aussi, de la part de certains partenaires, de professionnels, des freins, des craintes. Et de pouvoir enlever ces craintes, c'est aussi rassurer et permettre qu'il y ait un véritable dialogue et du coup, avoir aussi la possibilité de créer, de pouvoir travailler ensemble. Il y a une grande méconnaissance, même malgré les sensibilisations, parce que ça fait toujours peur, on ne sait pas à quoi on va être confronté. Donc, je pense que les professionnels, notamment de la LEFPA ou comme le CRIA, c'est d'apporter de l'information pour un peu dédramatiser et puis mieux connaître les conséquences du handicap, comment on compense, où on peut accompagner, voilà. Parfois, un accident de la vie, ça peut être le départ d'un vrai chemin, d'un vrai parcours de combattant. Ça a été le cas pour Céline Parvedi avec son fils Alexandre, qui était présent ce jour-là sur le site. Elle a parlé de son fils, elle a parlé d'Alexandre, elle a parlé du combat. On ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on a déjà parlé ici de cette d'histoire d'Alexandre et de sa famille. On va juste rappeler il avait 15 ans quand il a eu un accident qui lui a créé des problèmes neurologiques. Il est devenu Sarda Garriga, tout à fait. Oui, voilà, il était au lycée Sarda Garriga. Il a connu cet accident. Il a eu de graves problèmes de santé. Et même les médecins lui avaient dit, il avait déclaré décédé à 99%. Mais ses parents se sont battus pour lui. Et il était là. Et il a 24 ans aujourd'hui. La mère racontait comment la domotique, comment l'innovation peut aider quelqu'un pour trouver des solutions, justement, parce que avoir un auxiliaire de vie, c'est peut-être pas toujours facile, mais peut-être que l'innovation, peut-être que la technologie peuvent apporter quelque chose. On va voir avec Céline Parvedi d'abord, puis avec Alexandre Parvedi, comment la domotique l'aide à continuer à avancer. Ça a été une aventure humaine, avant tout, puisque Alexandre a pu retrouver un côté social qu'il n'avait plus. Parce que la suite de son accident, il faut savoir qu'Alexandre n'avait plus vraiment de lien social. Ses copains ont grandi, ont fait des études, sont partis et il s'est retrouvé tout seul. Donc avec ses sœurs, ses parents, on n'a pas baissé les bras. On s'est dit, lui il est volontaire, il se bat, on va l'accompagner du mieux qu'on peut. Donc le projet du lycée, on l'a vraiment accueilli à bras ouverts puisque ça nous a aidés dans notre tâche quotidienne. C'était vraiment compliqué à la maison puisque Alexandre, adolescent, il avait besoin d'un peu d'autonomie, d'intimité, de faire des choses sans ses parents, sans ses sœurs. Donc ce chantier école, avec des jeunes qui sont devenus ses amis aujourd'hui, des jeunes du lycée, a permis à Alexandre de retrouver son autonomie. Alexandre, j'ai 24 ans. Et la domotique m'a permis aujourd'hui de faire des choses, comme par exemple passer dans la chambre, allumer la lumière, ouvrir la fenêtre, ouvrir la porte. Gérer l'intensité de la lumière et ouvrir aussi les volets blancs On l'a vu, on le voit là, on voit que
j'allais dire que la technologie peut apporter quelque chose, et c'est le cas pour Alexandre, parce que c'est Bruno Cellier qui est professeur de technologie chez vous, qui a mis en place ce chantier école, et qui a permis aujourd'hui, et j'ai eu l'occasion il y a 2 ans je crois, de faire un reportage sur cette innovation. Oui, Monsieur Cellier était le pilote de ce projet. Il faut savoir aussi qu'il y avait aussi toute une équipe d'enseignants du lycée Jean Perrin. Il y avait des élèves qui, pour certains, sont en études de BTS cette année, puisque c'était il y a 2 ans. Les élèves sont beaucoup investis dans le cadre d'un chantier école. Les enseignants, pareil, n'ont pas compté leurs heures, leur investissement, leur énergie pour faire au mieux, adapter les choses au mieux. Ça a pris des mois au niveau des travaux au domicile des parents, mais on a eu les résultats escomptés. C'est vrai que tout ça a été possible grâce aux efforts mutualisés de cette équipe enseignante, mais aussi des élèves qui, eux, étaient les véritables fers de lance du projet. Et après, il y a eu aussi des actions avec des sponsors qui ont contribué également à financer les travaux qui étaient quand même assez coûteux dans le cadre d'Alexandre Parvedi. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment rendre hommage au travail de ces jeunes, rendre hommage au travail de ces enseignants, et se dire aussi, comme on l'a dit le jour de la manifestation, si c'était possible de le mettre en place pour d'autres familles qui sont tout aussi autant désœuvrées que la famille Parvedi, leur apporter un petit rayon de soleil, ce serait bien, quoi. Mais après, l'argent est en linéaire de la guerre. Encore une fois, on en revient à la question des moyens. Alors, je pose justement cette question à Bruno Cellier, savoir un petit peu, entre autres, est-ce que cette innovation, cette technologie peut-être à la portée de toutes les bourses? Bruno Cellier et puis Patricia Robert nous explique comment l'innovation peut apporter un mieux vivre à ceux qui en ont besoin. Alors je dirais 3 mots. La domotique apporterait dans le cadre de la domosanté, c'est-à-dire pour les personnes porteurs d'handicap, du confort, de la sûreté et de la sécurité. C'est une solution, mais ça ne peut pas répondre à tous les handicaps qui peuvent exister. Aujourd'hui, on a quand même 2 possibilités dans la domotique, c'est commande par, enfin 3 possibilités même, commande par GSM, c'est-à-dire on prend son portable et on fait une commande d'éclairage, de volet roulant, de gestion centralisée. La même chose sur la tablette, et on peut aussi le faire par la voix avec Google Home ou Alexia de Amazon. Est-ce que cette innovation technologique, est-ce que c'est aujourd'hui à la portée de toutes les porte-monnaies? Alors je répondrai oui, mais de façon relative. Mais quoi qu'il en soit, d'une manière générale, on peut faire une installation sur de l'existant sans aller modifier toute l'installation. Et là, le prix est divisé par 4. Maintenant, si vous faites une installation domotique avec un protocole international du type KNX, ça va être, on va dire, 2 fois et demi le prix d'une installation classique. Sur le visiophone aujourd'hui, qu'est-ce que la technologie peut apporter aussi bien aux personnes porteuses ou en situation de handicap ou aux personnes âgées? Alors, le visiophone permet de détecter des personnes qui viennent nous rendre visite. Aujourd'hui, quand une personne est porteuse de handicap ou personne âgée, on ne sait pas qui peut vous rendre visite. Et à partir du visiophone, la caméra vous renvoie sur 2 écrans à l'intérieur de la maison, de l'appartement, et vous pouvez ouvrir aux personnes que vous connaissez. Donc, à partir de l'interrupteur qui se trouve sur un des écrans, vous ouvrez l'accès à votre domicile à des personnes en qui vous avez confiance ou des personnes que vous connaissez. Aujourd'hui, les personnes âgées se plaignent d'être victimes de vols, ou en tout cas de gens qui viennent chez eux repérer et puis après voler. Donc nous, on intervient dans ce confort-là, c'est-à-dire aider les personnes à contrôler les accès de leur domicile. Je voulais montrer ça parce que la technologie continue à avancer. De plus en plus, avec son smartphone, on contrôle beaucoup de choses. Et est-ce que on peut, dans l'avenir, penser que la technologie peut venir au secours des enfants porteurs d'handicap, de leurs parents, pour pouvoir justement que l'inclusion scolaire puisse se faire de manière un peu plus facilement? Est-ce que ça, c'est possible? C'est possible. Les progrès technologiques doivent être mis au service de toute façon du handicap comme dans d'autres domaines pour favoriser les accessibilités, on va dire globalement la vie de l'humain, de l'être humain. Nous, je vois au lycée, on a un enfant en fauteuil roulant qui dispose de fauteuil roulant motorisé. Cet élève-là n'a plus besoin en permanence d'une AESH pour le pousser. Il a gagné plus d'autonomie, c'est-à-dire qu'il peut actionner son fauteuil roulant de lui-même et avancer sur
là où il peut avancer en fonction de l'accessibilité dans le lycée. Donc ça, c'est vraiment une victoire de la vie de ce jeune-là, et ça se ressent au niveau de sa joie de vivre. Donc on voit l'impact que ça a. Donc si progrès technologique, ça va continuer demain, donc dans la société de demain, il faudrait qu'on axe davantage tout ce qui est science, technologie au service de l'humain pour vraiment, et surtout dans le domaine du handicap, où là, il y a beaucoup qui reste à faire. Je rajouterais que justement, il faudrait que cette technologie et ces innovations restent accessibles aussi aux familles. Je veux qu'on soit même dans le domaine de l'autisme, il y a des applications qui existent pour justement pallier peut-être au manque d'interaction, de communication de la personne avec TSA. Maintenant, et malheureusement, voilà, beaucoup d'entre elles sont payantes. Donc il existe, oui, des applications gratuites qu'on peut utiliser. Il en existe d'autres qui pourraient peut-être encore plus aider la personne dans sa manière de fonctionner au quotidien. Mais à partir de là, on parle du nerf de la guerre. C'est le financement, c'est les moyens. Oui, je dirais c'est pareil, c'est une histoire de moyens, mais après, ça ne répondra pas non plus à tout. Mais c'est un des éléments qui peut contribuer à une évolution. Oui, voilà. C'est d'autant plus important parce que on va parler de la LEFPA justement, c'est-à-dire que au-delà de l'inclusion, il y a la suite. Quand l'enfant sort du système, lorsque l'enfant grandit, il faut continuer à trouver des ateliers occupationnels. Et la LEFPA aujourd'hui pour les adultes, c'est quelque chose Alors avant, je vais juste vous faire écouter votre collègue, comme ça vous allez pouvoir le critiquer si jamais elle a dit des bêtises. On va écouter Maggie Dany, qui est donc adjoint à la direction du Pôle Est, voir un petit peu, surtout, voir comment se met en place les ateliers pour accompagner les personnes qui sont dans la structure. Eh bien, tout va dépendre en fait de la personne. Pour chaque personne, on va mettre en œuvre un projet d'accompagnement personnalisé. Donc, ce sera son projet avec ses objectifs à atteindre. Et en fonction donc des objectifs qu'il se sera mis à atteindre, avec bien sûr tout un travail qui aura été fait avec les professionnels, etc. Le projet, il se détermine de façon individuelle avec la personne, mais avec aussi le soutien d'une équipe. Donc ce projet-là, il va être mis en œuvre et les professionnels, donc que ce soit des moniteurs d'atelier, des éducateurs techniques, des éducateurs spécialisés, des conseillers en économie sociale et familiale, tout un panel de professionnels spécialisés va accompagner donc la personne dans la mise en œuvre de son projet, quelle que soit l'orientation que son projet prend. C'est-à-dire, il pourra prendre une orientation logement, insertion professionnelle, autonomie dans les transports. Il peut prendre divers et variés divers objectifs. Voilà. Comment faut-il aujourd'hui appréhender la question de l'intégration des personnes porteuses de handicap, surtout quand il s'agit des adultes, dans cette société où les handicaps sont donc de plus en plus multiples? Alors, c'est sûr que ça devient compliqué parce qu'au niveau des structures, donc nous n'avons plus de place, entre guillemets, puisque les listes d'attente sont énormes. Donc, en fait, les personnes qui ont une orientation n'ont pas de réponse. Donc, aujourd'hui, les politiques sociales évoluent. Donc, nous avons pour obligation et pour mission, en fait, de réfléchir à de nouveaux types d'accueil et de nouveaux types d'accompagnement pour pouvoir apporter une réponse à toutes ces personnes qui sont en attente de réponse pour que personne, en fait, ne soit resté sans solution sur le territoire. Ça, c'est ça aussi, parce qu'on parle d'inclusion scolaire, mais après, il y a la suite. Lorsqu'on sort du système, lorsqu'ils grandissent, lorsqu'ils deviennent adultes, ça c'est votre Alors je dirais que la logique du Pôle Est, elle reste la même, qu'elle soit pour les enfants ou pour les adultes. On est sur une logique qui va favoriser, alors pour les enfants, favoriser l'inclusion scolaire. Chez les adultes, c'est pareil, c'est favoriser cette intégration dans la société, tant que c'est possible. Et pour ça, elle va mettre en place des prestations, donc comme disait Maggie Dany, c'est-à-dire qu'on est l'outil du projet, oui, il est partout, il est aussi dans tous les établissements
l'établissement, au-delà du projet, c'est effectivement pouvoir réfléchir d'une manière plus globale en termes de mesures de prestations. C'est-à-dire que sur le pôle adulte, effectivement, on est sur des thématiques d'insertion professionnelle. On accompagne des jeunes adultes dans l'entrée dans le travail. En ESAT, c'est réfléchir aussi l'après-travail. C'est-à-dire que sur le foyer, sur le vif du collectif, le foyer d'hébergement, on va travailler sur l'après-travail, sur la préparation à l'accès à un logement autonome. Pour des personnes qui ne sont pas en capacité de travailler, c'est justement le foyer d'accueil occupationnel, c'est pouvoir maintenir des acquis tout en proposant des activités, mais qui sont en lien avec les actes de la vie quotidienne, pour pouvoir justement faciliter encore une fois cette intégration dans le milieu ordinaire, dans la vie de tous les jours. Et nous, donc, moi je représente ici le service d'accompagnement à la vie sociale, qui est un service en milieu ouvert. Alors là, on est totalement inscrit sur le territoire et on ne fait que travailler, et on ne peut que travailler, je dirais, à réfléchir avec qui on pourra travailler pour apporter une réponse adaptée à la personne, à l'adulte qu'on accompagne, parce qu'on est là pour répondre à un besoin, à sa demande. Donc la logique, elle est la même. Et on est sur les modalités vont changer, mais on est sur cette même logique. Comment faire le lien entre cet environnement, le lieu de vie de la personne, et nous, entre guillemets, pour qui les personnes ont une orientation, et peut-être qu'il faudra que nous, on l'accompagne, que quelqu'un d'autre l'accompagne avec nous, en complémentarité. Et on ne pourra pas, nous, effectivement, réfléchir dans notre coin tout seul. Donc c'est pour ça ce type de journée, la LEFPA participe, parce que sur le territoire Est déjà, sur le partenariat local, c'est très important, parce qu'on va découvrir aussi peut-être de nouveaux partenaires, et puis tiens, par rapport au projet d'une personne qui nous a fait une demande où ça n'avance peut-être pas suffisamment, on va dire, ah tiens, j'ai réfléchi, on pourrait peut-être là trouver des réponses à son besoin, donc on pourrait se mettre en lien, on pourrait faire des choses ensemble. Donc la logique, elle est vraiment la même, je dirais. D'accord. Il y a quelque chose que je voulais dire aussi. Ça a été d'ailleurs l'un des thèmes de la table ronde, des trois tables rondes qui a eu lieu donc l'après-midi. On regarde quelques images de cette table ronde, mais on va continuer nous à discuter. La formation professionnelle, c'est quelque chose qu'il faudra aussi vraiment mieux maîtriser. Tout à fait. Donc, les jeunes porteurs de handicap, les adolescents, quand ils quittent le système éducatif, on a très peu de retours sur ce qu'ils deviennent après. Et c'est vrai que mettre en place un partenariat avec la LEFPA, avec le pôle adulte, c'est aussi voir comment est-ce qu'on peut, nous, les accompagner, ou voir qu'est-ce qui advient d'eux. Est-ce qu'on peut, parce que nous, en tant que lycée professionnel, nos partenaires privilégiés, c'est le tissu entreprise. Donc, il faut essayer de sensibiliser le maximum de chefs d'entreprise pour amener ces chefs d'entreprise à accueillir davantage de jeunes porteurs de handicap et à leur donner plus d'accès au travail, mais aussi la possibilité de se construire une vie active. Et ça, c'est important. Je pourrais juste compléter, je veux dire, au-delà des entreprises, mais aussi de tous ces dispositifs d'insertion professionnelle, du travail fait auprès des missions locales, qui accompagnent des jeunes, Cap Emploi, aujourd'hui qui est porté par Capital Formation. C'est de pouvoir travailler avec tous ces dispositifs de manière à ce que les personnes en situation de handicap, justement, il y a une continuité dans leur parcours. Ils sont allés à l'école, il n'y a pas un moment donné où ils s'arrêtent parce qu'on n'a pas trouvé une solution et il y a un vide. Donc, plus on travaillera en amont, plus on travaillera très tôt d'ailleurs, plus ça sera possible de construire ce parcours de manière à ce qu'il n'y ait pas de rupture et que la personne s'insère professionnellement comme tout individu, accède à la formation. Comme c'est compliqué d'accéder à une formation de droit commun. Je veux dire, c'est vraiment un parcours du combattant. Déjà, le dispositif lui-même d'insertion professionnelle, c'est des successions comme ça empilées en millefeuille. C'est déjà compliqué pour un jeune, je dirais, ne portant pas de handicap. Mais alors, pour une personne en situation de handicap, c'est très complexe et il faut vraiment un accompagnement. Et là, je trouve que le travail de partenariat, il existe. Pour l'avoir, moi, travaillé dans l'insertion professionnelle à ce niveau, il demande encore à être renforcé et à s'enrichir et à développer aussi, peut-être à innover aussi, à apporter de nouvelles réponses. Alors, il nous reste 2 minutes avant la fin de l'émission. Je vais juste vous proposer quelques images du plateau culturel, surtout montrer que, au-delà de l'organisation, c'est aussi l'occasion pour ces jeunes, pour tous les jeunes qui étaient là, de faire la fête, de s'amuser. Voilà, je vous pose quelques images. Tá que pariu, de la praca, de capa.
Doucement, man, c'est ça, doucement. Doucement, man, c'est ça, doucement. Doucement, man, c'est ça, doucement. Finir sur une note positive, remplie d'espoir, parce que ça reste aussi ça la démarche de cette manifestation du lundi 25 février, du travail de ceux, en tout cas, qui se donnent pour les personnes porteuses de handicap, parce qu'au-delà des critiques des parents, parce que ces critiques sont vraies, je veux dire, on n'est pas là pour pointer du doigt seulement pour se faire plaisir, mais il faut aussi reconnaître le travail qui est fait par les institutions, par les différentes structures, ça aussi c'est vrai. C'est vrai aussi qu'il n'y a pas beaucoup de place pour tout le monde, mais c'est bien de montrer que derrière, il y a des parents qui se battent, il y a des institutions, il y a des structures qui font du bon travail, comme on a vu, ce qu'on a vu sur le stade de Sarda Garriga. Mais dites-nous quand même que au-delà d'espoir, il y a aussi un gros travail. Comme a dit tout à l'heure Geneviève Schenfeld, c'est qu'il y a un gros travail à faire, à renforcer. Et je crois que c'est peut-être pour ça que l'année prochaine, peut-être que tout le monde va se retrouver. Bien avant, donc du coup, on va mettre en place le prochain comité de pilotage pour réunir tous les partenaires. Et au-delà de la manifestation, on veut mettre en place ce qu'on appelle une plateforme collaborative de travail. Et pour être plus efficace, pour être plus proche des familles, pour prendre en compte davantage l'humain, Éducation nationale, structure d'encadrement, ALEFPA, IME, CRIA, association de parents également, donc desquels on a beaucoup aussi à apprendre. Donc il faut qu'on arrive à faire avancer le wagon du handicap tous ensemble. En tout cas, merci Geneviève Schenfeld. Donc je rappelle donc que vous êtes chef de service de SAVS à l'ALEFPA. Donc on va vous rappeler que c'est quoi SAVS. Alors c'est un service d'accompagnement à la vie sociale destiné de 18 à 60 ans, donc des jeunes adolescents et d'adultes. L'accompagnement milieu ouvert sur tous les champs de la vie, là, de ce qu'on a partagé aujourd'hui. Merci également à monsieur Koumarine Koulama, responsable de la formation au CRIA, donc le CRIA qui est donc le Centre aux ressources interrégionales pour l'autisme. Merci à vous d'être venu. Merci également à Ludovic Barbe, proviseur adjoint du lycée professionnel Jean Perrin, qui a conduit ce projet, qui a donc porté et mis en place. Merci à vous. On aura l'occasion de vous revoir sur le plateau pour d'autres activités, pour d'autres actions. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Lalaine pour votre collaboration technique toujours très efficace. En tout cas, merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Continuez bien votre soirée sur Télécréole. Bonsoir chez vous.